Taxi Driver, You talking to me? Le Parrain, Invited me to your house for a cup of coffee. Shining, Les Dents de la Mer, L'Exorciste ou même encore Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Tant de films qui sont devenus des classiques de par leur mise en scène, leurs bandes originales ou encore leurs répliques cultes. Toutes ces œuvres ont un point commun, elles sont sorties quasiment à la même décennie. Cette décennie s'intitule Le Nouvel Hollywood et c'est de cette période mythique du cinéma qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est qui? C'est quoi? C'est quand? Pourquoi le nouvel Hollywood? Est-ce qu'il y avait un ancien Hollywood? Calmez-vous. Toutes ces questions, on va y répondre de manière chronologique. Pour vous parler du nouvel Hollywood, qui est la période qui nous intéresse, il faut tout de même que je vous parle de la période qu'il y avait avant. Vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma, comme chaque forme d'art, est divisé en différentes périodes. Pour la peinture, par exemple, il y a la Renaissance, le cubisme, le réalisme, le surréalisme, etc., etc. Et bah pour le cinéma, c'est pareil. Le cinéma est donc découpé en différents pans, et chaque pan diffère en fonction des pays. Tu peux avoir par exemple l'expressionnisme allemand dans les années 30, le néoréalisme italien dans les années 40-50, ou encore la nouvelle vague en France dans les années 50-60. Mais nous, ce ne sont pas ces pays-là qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse comme pays, c'est les États-Unis. C'est les States, c'est les gens qui tirent avec des flingues sur les tornades et qui se mettent de la crème solaire dans les yeux quand il y a des éclipses. C'est ces gens-là. Donc avant ça, dans les années 30 jusqu'à 60, il y avait une période qui s'appelait le cinéma classique ou encore l'âge d'or du cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, c'était les majors et les producteurs qui avaient le contrôle sur toute l'industrie. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est le budget, le choix du scénario, la durée du tournage, le choix des acteurs, le choix du réalisateur, le choix du monteur, la direction artistique, tout, ils avaient le contrôle sur tout. Malgré le monopole des majors et des producteurs sur cette industrie, cette période a quand même donné naissance à d'énormes grands réalisateurs et d'énormes films qui sont devenus des classiques du cinéma, d'où son nom de cinéma classique. Avec par exemple John Ford, qui est une figure mythique des westerns de l'époque, qui est 4 fois lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur, donc c'est toujours un record. Ou encore Orson Welles, qui est considéré comme un magicien de par ses techniques de cadrage innovantes, avec évidemment son grand classique, Citizen Kane. Ou encore le grand, si ce n'est un des plus grands réalisateurs, un des plus connus, un des plus mythiques de l'histoire du cinéma, le maître du suspense, Alfred Hitchcock. D'ailleurs, petite anecdote sur Alfred Hitchcock, comme je l'ai dit précédemment, c'était les majors et les producteurs qui avaient le contrôle sur tout. C'est-à-dire que si Alfred Hitchcock il avait une vision pour son film, de toute façon, il n'avait pas le droit d'assister à la séance de montage de son film. Donc il ne savait pas si le rythme qu'il souhaitait imposer pour son film allait être respecté. D'autant plus que c'est des films de suspense, donc le rythme est super important. Même c'est le plus important. Donc ce petit malin, ce qu'il faisait, c'est qu'il a élaboré une petite technique. En fait, il ne laissait pas le choix au monteur du rythme de son film. Je m'explique. Il appuyait sur Rec dès que la scène commençait et il arrêtait l'enregistrement dès que la scène s'arrêtait. C'est-à-dire que le monteur, il n'avait pas le choix que de faire du bout à bout, mettre les rushs les uns après les autres et que le rythme de ce que Alfred Hitchcock voulait allait être respecté. Voilà. Genius. Durant cette période, il y a un point qui est très important d'aborder, qui est en lien direct avec la période du Nouvel Hollywood. Il s'agit du code de censure Hays. C'est un code qui a été créé en 1930 par William Hays, qui était le président de la MPPDA. Alors la MPPDA, c'est la Motion Pictures Producers Distributors and Association. C'est bon, j'ai juste. Alors je vous vois déjà venir, mais Mathieu, c'est quoi le code de censure Hays? Calmez-vous. Okay, laissez-moi le temps d'en parler. C'est une motion de censure qui vise à interdire pas mal de choses. Par exemple, pour les crimes ou les criminels, à l'époque, tu n'avais pas le droit de créer une quelconque sympathie pour le criminel, justement pour que ça ne donne pas envie aux spectateurs d'imiter ce que fait le criminel. Ou encore, il ne fallait pas montrer les techniques criminelles, genre vol, cambriolage, explosion, encore une fois, pour que ça ne donne pas envie aux spectateurs d'imiter et de répéter ce que le criminel fait. Alors pour autant, dans cette motion de censure, il y a des choses que je comprends pour l'époque, et d'autres que je comprends pas du tout. Par exemple, concernant la sexualité, donc je veux bien qu'on ne puisse pas montrer des organes génitaux d'enfants, ou bien qu'on ne puisse pas montrer un accouchement vraiment dans les détails, on voit tout ce qui se passe, etc. Ça, je peux comprendre. Mais par contre, interdire des scènes de passion, de baisers langoureux, ou même juste de caresses, ça, je vois pas l'intérêt de l'interdire. Et pourtant, ça l'était. En fait, ce qui me fait un peu rire avec le code Hays, c'est que par moment, en fait, il se contredit lui-même. Par exemple, il y a un passage qui indique qu'il faut respecter chaque patrie et chaque nation. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, c'est même bienveillant. Il indique qu'il ne faut se moquer d'aucune religion, genre par exemple un prêtre ne peut pas être dépeint comme un personnage comique à qui il arrive des dingueries, etc., qui serait pas juste pour sa foi par exemple, et qu'il faut respecter chaque patrie et la population des autres nations. Retenez bien ça. Donc jusque là vous vous dites que c'est ok,
Sauf que le paragraphe suivant, il indique de respecter une certaine décence. Et par là, il sous-entend que certains critères de décence, ils reposent sur des préjugés raciaux. Vous voyez où je veux en venir. Les préjugés raciaux de l'époque, ils interdisaient les gestes intimes entre deux personnes qui sont d'une race différente. Donc si par exemple dans un film, l'acteur principal est un homme blanc et que dans le film sa femme doit être asiatique ou indienne, ben ils peuvent pas prendre une femme asiatique ou indienne. Ils vont prendre une femme blanche qu'ils vont grimer, maquiller, coiffer, etc. de sorte à ce qu'on croit que c'est une asiatique ou une indienne. C'est un peu tiré par les cheveux, ces conneries. Donc d'un côté, on te dit de respecter les patries des autres nations, et après tu te fais refuser un rôle à cause de ta nation qui est différente d'une autre personne dans le film. Complètement con. Ce qu'il faut savoir avec le code Hays, c'est qu'il a été créé en 1930, mais qu'il a été uniquement appliqué de manière stricte à partir de 1934. Vous commencez à comprendre que le code Hays, c'était pas ouf, ça mettait des œillères aux gens créatifs, ça permettait pas aux gens de s'exprimer, etc. C'était pas la liberté de l'expression. Et j'ai un exemple qui est parfait pour démontrer l'impact du code Hays. Vous voyez Betty Boop? Elle a été créée en 1930, en même temps que le code Hays. Au départ, c'était une chanteuse de jazz qui flirtait du coup avec une robe très décolletée, sans bretelles, avec un petit ourlet qui laissait entrevoir une jarretière. Donc très sexy et très avant-gardiste pour l'époque. Elle avait également un petit ami qui était un caniche et qui s'appelait Bimbo. Et bien à partir de 1934, donc à partir du moment où le code Hays est devenu beaucoup plus strict, Betty Boop, ça devient une jeune fille sage, rangée, qui met des chemises, des jupes qui vont en dessous de ses genoux, et Bimbo, il a disparu. Bimbo, il a disparu complètement, tout simplement parce que les producteurs avaient peur que ça fasse des évocations zoophiles et que ça donne des idées aux gens qui regardent Betty Boop. Ok. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, cette période qu'on appelait l'âge d'or ou encore l'usine à rêve qui est Hollywood, ça commence à s'essouffler et le code Hays en est en grande partie responsable. Les tournages sont des gouffres financiers, les films ont de moins en moins de succès, ils font de moins en moins d'entrées, les carrières d'énormes réalisateurs comme John Ford ou Alfred Hitchcock déclinent. Les patrons des studios sont trop âgés, bien trop pour monter des projets qui pourraient plaire à une génération qui n'est plus la leur en fait. Parce que le monde, il avance, mais eux, ils restent ancrés sur leur base. Ça peut plus plaire aux jeunes. Et c'est quand un système ne fonctionne plus qu'il faut le renouveler, qu'il faut apporter de l'air frais. À partir de 1955, le code Hays devient moins strict jusqu'à être totalement supprimé en 1966. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et à partir de là, mesdames et messieurs, c'est la débandade. Il y a des films qui sont sortis, qui sont devenus incontournables, qui sont devenus des classiques, tout simplement parce qu'ils vont à l'encontre totale du code Hays. Le premier film qui a fait sensation, c'est Bonnie and Clyde de Arthur Penn, qui est sorti en 1967, donc un an après la suppression du code Hays. C'est un film de gangster qui mêle violence, sexe, où les héros de l'histoire sont justement les méchants, avec une des fins les plus sanglantes de la période où c'est sorti. Alors donc là, c'est parfait. Là, t'as de la violence à foison alors que c'était interdit, t'as du sexe à gogo alors que c'était prohibé, et le plus important, c'est que les héros du film, c'est des gangsters, c'est des brigands, c'est des méchants. Et ça, t'avais pas le droit avant. En 1969, il y a un autre film qui sort, et lui aussi ira à l'encontre du code Hays, et c'est ce film qui a créé la mode, la tendance des road movies. Il s'agit du film Easy Rider de Dennis Hopper, qui mine de rien est super important dans l'histoire du cinéma. Ce film va à l'encontre du code Hays et pour des raisons qui sont très importantes. C'est l'histoire de deux bikers qui sillonnent les routes au milieu d'une Amérique profonde, conservatrice et raciste. C'est ça qui est important. C'est le premier film américain qui insulte son propre pays, l'Amérique. Chose qui évidemment, il y a de ça encore quelques années, était totalement interdite. J'ai craché, c'est dégueulasse. Il y a quelques années, quand tu faisais un film, il ne fallait absolument pas que ça soit les Américains, les gentils Américains, les méchants. Bah non, les Indiens, oui, évidemment. Les Japonais, encore plus, avec la guerre du Vietnam. Surtout pas les gentils Américains. Bah non, les Américains sont tous gentils, les Américains sont tous parfaits. Il ne faut pas les insulter. Eh bah, si. Easy Rider le fait très bien. Alors là, je vous ai donné deux exemples, mais évidemment, des films comme ça, il y en a eu plein. Parce qu'à l'époque, l'important, c'était juste d'aller à l'encontre, par pure rébellion, par pure anarchie, d'aller à l'encontre de ce putain de code de censure. Ils ont voulu choquer le monde, et ils ont réussi. Bon, dans le nouvel Hollywood, il y a une chose assez importante à spécifier. Il y a deux catégories de réalisateurs. La première catégorie, c'est la génération des réalisateurs qui sont nés dans les années 30
et qui du coup étaient déjà en activité durant le code Hays et qui ont vécu du coup la suppression de celui-ci. Parmi les plus connus de cette catégorie, on retrouve par exemple Francis Ford Coppola, John Cassavetes, Woody Allen ou encore le grand Stanley Kubrick. Et la seconde génération de réalisateurs, ce sont les baby boomers. Donc c'est ceux qui n'ont pas connu la guerre et qui ont fréquenté des écoles de cinéma. C'est les rookies, quoi, c'est les nouveaux arrivants. Donc là, c'est les Steven Spielberg, les George Lucas, les Martin Scorsese ou les Brian De Palma, enfin bref, il y en a d'autres. Alors je vais vous donner une image, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, cette image, je la trouve trop cool et pour moi, c'est comme ça que je vois le nouvel Hollywood. Une poignée, je sais pas moi, il y a 10 jeunes qui arrivent, qui vont toquer à la porte de Hollywood et qui disent, bon, là, vous faites de la merde, là, ça marche plus, donnez-nous les clés. Nous, on tient la baraque. Couilles des gars, c'est incroyable. Moi, je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Enfin, je pense pas, mais vous avez compris quoi. Donc là, c'est une période qui est géniale pour le cinéma. T'as des films de toutes les catégories qui sont tous plus cultes les uns que les autres qui sortent, mais vraiment une flopée de films, quoi. Que ce soit par exemple des comédies avec Woody Allen qui va à l'encontre totale du schéma narratif qui est la quête du héros, qui était quasiment toujours repris dans le cinéma classique. Le nouvel Hollywood, c'est aussi la quintessence des films d'horreur. Il y a par exemple L'Exorciste qui a été réalisé par William Friedkin en 1973, donc en plein nouvel Hollywood. Ce film a traumatisé des gens, mais d'une violence folle, d'une violence jamais vue auparavant. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo juste sur ce film parce que l'impact qu'il a eu sur les gens, il était gargantuesque. Il a eu un impact dans le cinéma d'horreur, on n'a jamais vu ça. Ou encore le magistral Shining de Stanley Kubrick. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce film? En fait, je pourrais limite faire une vidéo par film qui est sorti durant la période du nouvel Hollywood. Parce qu'il y a trop de choses à dire, c'est des films qui ont un impact beaucoup trop grand par rapport à la période qui n'est que de 10-12 ans, quoi. Alors la comédie, les films d'horreur, etc., c'est bien beau, mais il y a une catégorie qui a un peu émergé pendant le nouvel Hollywood, et ça on en a bouffé, c'est la science-fiction. Alors ça en général c'est des films qui se distinguent de par leur aspect très pessimiste et très négatif à l'égard de la civilisation humaine. Mais c'est aussi des films qui font rêver, qui font voyager, qui te font aller dans un univers complètement imaginaire. Dans les films de science-fiction qui ont marqué cette période, il y a évidemment Alien, le 8e passager de Ridley Scott, qui pour moi est le meilleur Alien, hein, on va pas se mentir, c'est de tous les aliens qui est sorti, il y en a une bonne flopée, c'est le meilleur, le premier. Il y a aussi Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Alors ça, c'est le film le plus violent que j'ai eu à voir de toute ma vie. Donc vraiment, si des personnes veulent le voir qui ne l'ont pas encore vu, je pense que c'est pour un public averti. Il y a des scènes de violence, de viol, etc. qui sont très, très explicites. Et c'est pas le truc le plus facile à voir. Dites-vous qu'il est toujours interdit dans certains pays du monde, hein, ce film. Et il y a évidemment la trilogie de science-fiction par excellence. Pour moi, c'est la plus mythique de l'histoire du cinéma. Et vous pouvez la reconnaître avec une seule note. Je vous mets une seconde du générique de début. Voilà, du coup, vous l'aurez compris, c'est l'indétrônable Star Wars. Il n'y a pas plus mythique que ça. Évidemment, le premier est sorti durant le nouvel Hollywood, hein, en 77, et après, il y a le 5 et le 6 qui sont sortis. Ensuite, le 1, le 2 et le 3, 7, 8, 9 et tout ce qui s'ensuit. À mon avis, c'est la chose la plus puissante que le cinéma a pu créer. C'est la chose la plus mythique. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars. Tout le monde a eu envie d'avoir un R2D2 chez soi. C'est trop grand. C'est trop grand en fait. Ce que George Lucas a créé, c'est trop grand. En fait, concernant la fin du nouvel Hollywood, c'est un peu flou. Il y a eu un événement qui a effectivement marqué la fin du nouvel Hollywood, mais ça, je pense que j'en parlerai dans une vidéo spécifique sur ce film. Il s'agit du film Apocalypse Now, qui est très connu, hein, qui a été réalisé par Francis Ford Coppola, et c'est le tournage de ce film qui a été chaotique, qui a marqué la fin du nouvel Hollywood, où les producteurs se sont peut-être dit on va reprendre les clés parce que là, ça part un peu en couille. Mais j'en ferai une vidéo beaucoup plus documentée, ne vous inquiétez pas. Et pour moi, c'est une des plus belles périodes du cinéma. Et ma voix a fourché comme si j'étais en train de muer comme un enfant de 15 ans. Je trouve que c'est une période qui a vraiment laissé parler les artistes. J'ai envie de faire un film sur ça, et je vais me donner les moyens, et il n'y a personne qui va me dire « Oh, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, oh, c'est impossible, non, tant pis, oh, il n'y a pas le budget, oh, c'est pas toi qui monte, c'est pas toi qui choisis ton monteur, etc. etc., etc. » C'était la liberté. C'était « Ah, tu veux faire un film sur des requins? Ok, d'accord.
démerde-toi pour faire en sorte que le requin puisse aller dans l'eau. Hop là, donc là, Steven Spielberg, il a dû réfléchir, c'était une galère, ça j'en parlerai peut-être aussi dans une autre vidéo. Enfin bref, c'est le clap de fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous avez apprécié ma façon de raconter, hein. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que je pourrais améliorer ou non. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter comme dit, en me disant votre avis, si c'est bien, pas bien, si cette période ça vous intéresse ou pas, ou s'il y a une autre période peut-être qui vous intéresse et que vous aimeriez que j'en parle. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est le plus important. On se dit à la prochaine pour une future vidéo, j'espère pour bientôt. En attendant, prenez soin de vous, regardez des films, kiffons le cinéma tous ensemble. Ciao!